Merci Madame Dubois. Pour le groupe UMP, Monsieur Bernard Deflessel pour 5 minutes. Bon, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes, cet accord du 24 octobre démontre à l'évidence que l'Europe persiste et signe dans sa volonté, bien sûr, de réduire sa consommation d'énergie, c'est de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et bien sûr de promouvoir les énergies renouvelables. L'Europe a toujours été leader d'ailleurs dans ce domaine. Il est intéressant de donner un coup d'œil dans le rétroviseur et de regarder les résultats de l'Union européenne. De 1990 à 2012, nous avons baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 19%, alors que le produit intérieur brut, c'est-à-dire la création de richesses, était de 45%. Donc vous voyez que l'Union européenne, de ce point de vue-là, et l'Europe en général, n'a pas de leçon à recevoir du reste du monde. La consistance de cet accord est intéressante. 40% de baisse des gaz à effet de serre en 2030, 27% bien sûr d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique et 27% d'efficacité énergétique. En cela, finalement, il se substitue, il prend le relais de l'accord d'avril 2009, qui était le fameux accord des 3 fois 20, avec 20% de baisse des gaz à effet de serre, 20% des énergies renouvelables et 20% d'efficacité énergétique. Finalement, c'est un accord ambitieux, mais par certains côtés insuffisant. Premièrement, nous avons des contraintes différenciées. Sur la baisse des 40% des gaz à effet de serre, il est contraignant au niveau de l'Union européenne et au niveau des pays, donc c'est très bien. Par contre, sur les énergies renouvelables et sur les 27% dans notre mix énergétique, il n'est que contraignant simplement au niveau de l'Union européenne. Et enfin, sur l'efficacité énergétique, qui est quand même un pan très très important, eh bien, il n'y a pas de contraintes. Donc, vous voyez qu'on a des contraintes différenciées, ce qui finalement est un petit bémol dans cet accord. La deuxième chose, c'est qu'il a été difficile à obtenir, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, en particulier avec les pays amis de l'Est de l'Europe, où il a fallu bien sûr trouver des compensations financières et évidemment des quotas d'émissions gratuits. Enfin, le financement dédié au captage et au stockage du CO2, que les scientifiques ont l'habitude de présenter comme pouvant absorber presque 20% des émissions, est plutôt au point mort. On se rappelle que l'Union européenne, en 2010, avait lancé l'idée de 12 démonstrateurs en Europe et qu'aujourd'hui, finalement, nous sommes carrément au point mort de ce point de vue-là, ce qui est un peu dommage. En fait, le paquet énergie-climat européen, il n'a de sens que s'il se replace, bien sûr, dans un contexte international. Et bien sûr, après la conférence de Lima, et bien sûr, dans la vision de celle de Paris, qui, je le rappelle, sera éminemment importante, puisque nous viserons évidemment à maintenir la température de 2 degrés à la fin du siècle. Quelques chiffres intéressants. L'Union européenne, c'est 12% des émissions, ce qui veut dire 88% des émissions sont ailleurs. Et donc, ça replace évidemment notre effort dans un effort mondial qui doit être substantiel. Les États-Unis, c'est 14%, pratiquement 16 tonnes par habitant, ce qui n'est pas rien. Et la Chine, c'est, Monsieur le Ministre, plus 22, mais 28% aujourd'hui, ce qui fait que les États-Unis et la Chine, ça fait pratiquement la moitié des émissions globales. La deuxième chose intéressante, c'est le rapport du GIEC, le 5e rapport du GIEC, de ce réseau de scientifiques qui, au niveau mondial, bien évidemment, porte finalement ces valeurs depuis longtemps. Il y a 4 chiffres essentiels qui sont intéressants. Le premier, c'est 95%. Finalement, c'est le degré de certitude que c'est bien l'activité humaine qui a entraîné les causes du réchauffement. La deuxième, c'est 4,8 degrés. C'est malheureusement la courbe de température que nous pourrions obtenir en fin de siècle. Je rappelle que durant toute la durée du XXe siècle, c'était 0,85 degrés. Enfin, la troisième chose, c'est pratiquement 98 cm, c'est très précis, on peut dire 1 mètre. C'est le niveau des océans qui pourrait être obtenu à la fin du siècle. Je rappelle qu'au XXe siècle, c'était 19 cm. Enfin, le quatrième chiffre intéressant dans ce rapport, qui est un rapport très très important, c'est 70%. Ça sera bien sûr la réduction nécessaire des émissions pour le monde entier, pour la planète en 2050, si on veut bien sûr maintenir cet objectif des 2 degrés et bien sûr un niveau proche de zéro d'ici la fin du siècle. Alors l'accord européen a des vertus, il en a une qui est intéressante, c'est que finalement, je le crois, il a entraîné les États-Unis et la Chine, qui pour l'instant restaient quoi, à obtenir un accord. Et c'est l'accord du 12 novembre, finalement. C'est intéressant. Les USA ont décidé quoi? De réduire leur gaz à effet de serre en 2030 de 26 à 28%. C'est pas mal. Nous avons prévu 40%. Sauf qu'ils s'appuient sur des chiffres de 2005, alors que nous, l'Union européenne, nous sommes sur des chiffres de 90. Ce qui fait que quand on ramène l'effort des États-Unis prévu en 2030, c'est grosso modo 8 à 9% à comparer de nos 40%.
Tous les spécialistes savent ça. La Chine, par contre, elle a pris un objectif qui est intéressant aussi, c'est la stabilisation de leur pic en 2030. Ce qui veut donc dire de 2015 à 2030, pendant les 15 années qui vont s'écouler, elle va s'autoriser encore à faire monter ses émissions de gaz à effet de serre, ce qui, vous l'avouerez, est quand même un peu inquiétant. En cela, donc, j'avais vu des titres extraordinaires, Le Monde titrait en première page « Accord historique entre les États-Unis et la Chine ». Non, quand on connaît bien ces questions, c'est un accord, c'est un premier pas, ça va dans la bonne direction, mais on est loin d'avoir un accord historique. En conclusion, Monsieur le ministre, mes chers collègues, je crois que le chemin pour obtenir un accord efficient à Paris est un long chemin. D'abord, nous partons d'un accord, ça a été dit, à Lima, qui était un accord plutôt à minima, sur le calendrier, sur la remontée des feuilles de route, mais un accord à minima quand même. La deuxième chose, c'est qu'il nous faudra obtenir impérativement un accord juridiquement contraignant qui emportera la majorité, en tout cas le maximum de pays, et à la différence bien sûr du Kyoto. Enfin, il faudra que cet accord soit révisable, qu'il soit reportable et surtout vérifiable. C'est-à-dire que la question du contrôle, le MRV dans le jargon onusien, est très importante, car si cet accord n'est pas révisable et si surtout il n'est pas contrôlable, eh bien, les contraintes seront faibles. Enfin, dernière chose qui nous préoccupe, c'est la question financière et la question du transfert de technologie. Sans finances et sans transfert de technologie pour les pays en voie de développement, il ne se passera rien. Les finances, c'est difficile, c'est le fonds vert. On a obtenu enfin 10 milliards de dollars, pour 2020. Vous savez qu'il en faut 100, donc on est loin du compte, mais c'est un premier pas. Enfin, le transfert de technologie, malheureusement, est un peu au point mort. Les Nations Unies ont décidé, sous leur égide, de créer un groupe de haut niveau pour essayer de faire un transfert de technologie efficient, mais pour l'instant, malheureusement, ça ne marche pas. Donc, on va essayer d'obtenir cet accord. On sera derrière vous, Monsieur le Ministre, et derrière le gouvernement français, mais la marche est encore haute. Merci. Merci.